avez vu, entendu, etc. Avocate dans un cabinet d'avocats parisien, Hugo Lepage, et puis Maître Hugo est là également aussi. Donc on a deux avocats spécialisés sur l'environnement. Et Corinne Lepage, c'est déjà toute une histoire presque, c'est-à-dire à la fois... Je ne sais pas comment il faut le prendre. à la fois une carrière d'avocat, avec, on va en parler, des événements quand même, et des dossiers qui ont été très lourds, très importants. L'autre facette est la facette militante, sur des combats très importants, sur le nucléaire, sur les OGM, etc. C'est aussi une carrière politique qui s'est concrétisée par plusieurs faits importants. Candidate au présidentiel, députée européenne notamment. Et puis une carrière aussi de livres, hein, quand même. Au moins une quinzaine, une vingtaine Tu peux d'ouvrages. multiplier par deux. Deux, je mets plus. Presque à 30. Presque à 30 Je suis en train d'écrire le 30e. Le 30e, voilà. Alors on va en parler, on va parler d'un petit peu tout ça, et puis on va quand même, puisque le thème de nos éco-dialogues sont autour de la mer, on va commencer par là, et peut-être rebalayer ce parcours par rapport à ce qui s'est passé et à ce que tu as pu faire sur la mer. La première chose, je pense, c'était sur la homophobie, c'est ça? Alors, Christian Huglot en parlerait mieux que moi, parce que à l'époque où j'étais une très jeune avocate, et le dossier est venu sur son nom, évidemment pas sur le mien, parce que personne ne me connaissait. Et donc, ça a été une très grande aventure, puisque nous avons défendu 98 communes bretonnes, 2 départements et des milliers de professionnels de la mer, contre ce qui était à l'époque une des 7 sœurs, c'est-à-dire la société Amoco, non, Standard Oil of Indiana. Standard Oil of Indiana, on avait des poupées russes, c'est-à-dire Amoco Cadiz, c'était le propriétaire du bateau. Le propriétaire du bateau appartenait à Amoco Transport, qui appartenait à Amoco International, qui appartenait à Standard Oil of Indiana. Et donc, nous sommes embarqués dans cette procédure, je dois dire, en ayant de grandes inquiétudes, parce que c'était la première fois que c'était fait, que c'était fait aux États-Unis, qu'il fallait mobiliser beaucoup d'argent pour faire cette procédure aux États-Unis, parce que le cabinet américain coûte extrêmement cher, et que nous ne savions pas du tout si on allait gagner ou pas gagner, évidemment, quand on a commencé. Et donc, ça a été un succès. Alors, peut-être pas... bon, on a ramené de l'argent, ça c'était bien, on a ramené de l'argent à la France et aux collectivités bretonnes, c'était très bien. Mais je dirais que la chose la plus importante n'a pas été celle-là. La chose la plus importante que Christian est arrivé à faire juger, c'est que la société mère était responsable pour ses filiales. Vous savez, il y a un texte qui vient d'être voté avec bien beaucoup de difficultés en France il y a quelque temps, ce qu'on appelle le devoir de vigilance des sociétés mères sur les filiales. Bien, le procès Amoco est allé infiniment plus loin. Il ne s'est pas posé la question de savoir si c'est vigilance ou pas vigilance. Il a considéré que pour l'accident causé, enfin pour la catastrophe causée par Amoco Cadiz, donc était une petite société dont la seule activité était le transport, et dont le seul patrimoine était le bateau. J'ouvre une parenthèse, il faut bien comprendre que le système avait été monté par les pétroliers pour que, s'il y avait un pépin, les victimes aient des cacahuètes. Parce qu'évidemment, la société responsable, elle avait que le bateau. Si le bateau était au fond de l'eau, le patrimoine de la société, c'était quand même pas flambant. Donc les victimes, elles pouvaient toujours attendre pour être indemnisées. Et donc de reconnaître que c'était la maison arrière-grand-mère, si je puis dire, même pas mère, arrière-grand-mère, qui devait payer, ça a été une révolution dans le monde du pétrole. Et ça a entraîné un changement complet
dans le mode d'organisation des sociétés pétrolières et du transport du pétrole en mer, parce qu'évidemment, Essos et les autres, Exxon et le reste, on dit on ne prend pas le risque de devoir payer si on va se shooter sur une côte où qu'elle soit. Et donc, ils ont fait une chose très simple, ils ont vendu tous leurs bateaux. Et ils sont devenus ce que l'on appelle affréteurs, c'est-à-dire que c'est eux qui louaient les bateaux qui n'étaient plus les leurs pour transporter leur cargaison. Et ils ont obtenu en 1900, l'Amoco a commencé en 1978, l'arrêt de, Christian c'est 92, 92. L'arrêt de 92. Mais tout à l'heure vous lui poserez des questions parce qu'il est beaucoup plus calé que moi sur l'Amoco. Donc 92 on a eu l'arrêt, et en 92 aussi une modification de la Convention internationale qui régit les problèmes de pollution de mer par les hydrocarbures, qui s'appelle la CLC, de telle sorte que les affréteurs sont devenus responsables de rien du tout. Et ça nous conduit directement au dossier suivant, qui est celui de l'Erika, où on a eu les conséquences de ça. C'est-à-dire un affréteur, la société Total, qui choisit un bateau pourri pour transporter une marchandise pourrie, parce que c'était n'était pas pourri, mais je veux dire extrêmement polluant, c'était du fluorure numéro 2, en réalité numéro 5, c'est-à-dire quand vous avez la colonne de distillation, c'est juste avant le bitume, vous voyez? Et à telle enseigne que quand on transporte ça, il faut que ce soit chauffé tout le temps, parce que si c'est pas chauffé, ça devient du bitume. Donc il faut que ce soit chauffé en permanence, c'est vraiment une cochonnerie. Et donc, évidemment, ce n'est pas des beaux bateaux bien propres qui peuvent transporter ce genre de choses, parce que les bateaux payent les fichus. Donc, pour l'Erika, on s'est retrouvé avec Total qui avait affrété un bateau appartenant à une société qui n'était pas vraiment flambante. Le bateau, c'était son dernier voyage, parce qu'après cela, il fallait faire des travaux considérables si on voulait continuer à le faire naviguer, et en réalité c'est un dernier voyage qui n'aurait jamais dû être organisé. Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots l'Erika, quelle date, qu'est-ce qui s'est passé? Alors l'Erika c'est 1999, c'est ça, c'est 1999, ça se passe souvent l'hiver, là ça s'est passé à Noël, un petit peu avant Noël 99. Donc l'Erika se crache. On ne savait pas très bien où il allait arriver. On savait qu'il était en perdition. On ne savait pas très bien où il allait arriver. Et en réalité, il n'est pas arrivé là où on l'attendait. C'est-à-dire qu'il est arrivé principalement sur les côtes vendéennes, alors qu'on l'attendait plus haut vers la Bretagne. Et c'est peut-être lié à la nature de la cargaison qu'il avait. Enfin, je veux dire, c'est pas arrivé là où on l'attendait, c'est la pollution qui n'est pas arrivée là où on l'attendait. Donc le bateau s'est cassé, la pollution s'est étendue, alors c'était beaucoup moins important que l'Amoco Cadiz, parce que l'Amoco c'était 220 000 tonnes, c'est ça, 60 000 tonnes, mais c'était beaucoup plus dégoûtant que l'Amoco comme produit. Et donc, les maires, ils se sont retrouvés un 24 décembre ou à peu près à devoir aller jeter des seaux et des pelles, mais je vous assure, c'est vraiment ça. Des seaux et des pelles pour nettoyer leur littoral parce qu'il n'y avait rien de prêt. Beaucoup de bénévoles se sont présentés, qui ont ramassé cette cochonnerie sans quasiment aucune précaution, jusqu'à ce que je dise au maire qu'il fallait arrêter tout de suite parce qu'ils engageaient leur responsabilité à faire ça, c'est-à-dire à laisser des bénévoles sans aucun masque, sans rien du tout, quasiment à main nue, ramasser ce fuel qui était un fuel extrêmement toxique. Voilà. Et donc s'en est suivi toute une procédure contre la société Total qui a été jugée plus vite que l'Amoco, puisque la décision définitive est intervenue en 2013. Merci, en 2013. Devant la Cour de cassation, où on a gagné complètement. C'est-à-dire qu'on a fait reconnaître la responsabilité pénale et la responsabilité civile de Total. Alors, c'est important pour la suite, si je puis dire. Je vous ai dit tout à l'heure
qu'à la suite de l'affaire de l'Amoco-Cadiz, les pétroliers avaient fait modifier les règles du droit international. Dans cette convention internationale dont je parlais tout à l'heure, qui s'appelle la Convention sur la responsabilité civile du fait des pollutions de mer par hydrocarbures, et on prend les 3 premières lettres américaines, CLC, c'est-à-dire Convention for Liability, non, le C le premier, Civil Liability Convention. Et donc, Total plaidait que, oui, peut-être qu'il y avait une infraction, mais ils s'en fichaient, ça coûtait 180 000 €. Ils n'avaient vraiment rien à en faire. Mais que la Convention excluait leur responsabilité civile. Donc, nous avions obtenu un premier jugement devant le tribunal de grande instance qui disait oui, il y a une responsabilité pénale et une responsabilité civile, mais en première instance, l'évaluation avait été assez modeste. Ensuite, à la Cour d'appel, il y a eu une très bonne évaluation du préjudice écologique. C'est la première fois qu'on a fait juger, enfin pas tout à fait la première fois, mais enfin, disons, ça c'est la partie dont Christian s'est occupé, qui a jugé vraiment de manière très correcte le préjudice écologique, à la fois pour les collectivités locales et pour les associations. Ça, c'était tout à fait nouveau. Leur donnant le droit. C'est pour ça que quand on a rediscuté de la loi sur le préjudice écologique, nous, on n'était pas fanatiques parce qu'on se disait qu'on n'en avait vraiment pas besoin. La jurisprudence était parfaite de la Cour de cassation dessus. Mais par contre, la Cour d'appel a dit oui, mais il y a responsabilité pénale, mais il n'y a pas de responsabilité civile, c'est-à-dire que Total n'a pas à payer parce que pour que l'affréteur soit responsable, il faut qu'il ait volontairement voulu causer l'accident. Et la Cour de cassation est revenue là-dessus. Alors avait été condamnée, en revanche, la société qui avait certifié la qualité du bateau. Et la Cour de cassation, elle, est revenue là-dessus et a jugé que la société Total, donc l'affréteur, était bien responsable pénalement et civilement parce que le fait de n'avoir pas respecté ses propres règles de contrôle des bateaux avait constitué une négligence grave qui était la faute voulue par la Convention. Voilà, donc Total condamné. Alors, je termine en disant que cette affaire Erika a donné lieu également à un arrêt très important de la Cour de justice de l'Union européenne. Parce que lorsque le dossier a commencé en 1999, on s'est dit avec Christian, mais il est bien possible qu'on gagne au pénal et qu'on perde au civil. On avait vu le coup venir quand même, on n'est pas tout à fait des perdreaux de l'année. Donc je m'étais mis à réfléchir, on avait réfléchi, on s'était dit comment on peut passer à travers ça. Et nous avions eu une idée. L'idée, elle consistait à dire, eh bien, on va tout simplement essayer de dire que la Convention est peut-être applicable, mais il y a un autre texte qui est applicable, c'est les textes sur les déchets. Parce que, après tout, ces petites boulettes qui se baladent en mer, c'est des déchets. Donc on a perdu en première instance, on a perdu en appel, et la Cour de cassation, elle a dit, c'est peut-être pas complètement idiot, et on va poser une question préjudicielle à la Cour de justice de l'Union européenne. En fait, il y avait 3 questions. La première, c'est est-ce qu'on peut considérer que ce sont des déchets? La deuxième question était quelque chose que je plaidais, mais je n'avais pas assez de fois, donc j'ai perdu, qui consistait à dire que ce qui était dans la cuve de ce bateau, c'était déjà du déchet, parce que fuel lourd numéro 5, bas de la colonne, c'est évidemment c'était des déchets. Et là, j'ai perdu. Et troisièmement, parce que si on avait gagné, alors là, on fait chier par terre tout le transport international du fuel lourd. Hein, c'était mort. Bon. Et troisièmement, est-ce que quelqu'un qui est affréteur peut être considéré comme étant responsable, donc devant payer les dommages, parce qu'il est le producteur du produit qui a généré le déchet? Et la Cour de justice de l'Union européenne a répondu oui sur la première question,
oui sur la troisième, c'est-à-dire a dit le fait qu'on avait un produit et que ce produit, du fait de l'accident, est devenu un déchet. Celui qui a produit l'accident est en fait le producteur du déchet. Par voie de conséquence, il est responsable de ce déchet et sa responsabilité commence à jouer là où s'arrête la responsabilité liée à l'application de la Convention qui est plafonnée, etc. etc. Et ça, c'est très important, bien au-delà de cette affaire, parce que, par exemple, quand, un peu plus tard, comme député, j'ai mis sur la table, peut-être on en reparlera tout à l'heure, la question des plateformes offshore. Vous savez, vous vous souvenez qu'il y a eu, il y a 7-8 ans maintenant, un léger accident dans le golfe du Mexique. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. Donc, évidemment, comme présidente de l'intergroupe mer et zone côtière, je dis il faut quand même que l'Europe réfléchisse à ce qu'elle fait avec ces plateformes offshore, parce que ce qui leur est arrivé dans le golfe du Mexique, c'est pas interdit que ça nous arrive à nous aussi. Bon. On avait 0 réglementation en Europe. On n'a toujours pas, ce qu'on a n'est toujours pas terrible. J'ai fait ce que j'ai pu, mais bon. Mais un des arguments de la Commission pour dire on fera rien, c'était de dire mais de quoi il y a une jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne qui considère qu'à partir du moment où c'est dans la mer, c'est du déchet, et donc la législation déchet est applicable, on n'a pas besoin d'autre chose. Est-ce que du côté de la Comococalise et puis de l'ERICA, il y a eu aussi des modifications de prévention sur les coques des navires, etc. C'est-à-dire au-delà de l'accident? Au-delà de l'accident, tu as tout à fait raison de poser. Sur Amoco, il y a eu la modification de la CLC, puis il n'y a rien eu d'autre. Sur ERICA, oui, il y a eu, puisqu'il y a eu ce qu'on a appelé au niveau communautaire les paquets ERICA 1, ERICA 2, ERICA 3. C'est-à-dire une série de règles communautaires pour faire de la prévention. Alors, par exemple, avoir une institution au niveau communautaire qui veille à la sûreté globale. L'obligation pour les États membres, on ne l'a toujours pas fait d'ailleurs, d'avoir des ports de secours, en quelque sorte, pour les bateaux qui risquent de se cracher. Plutôt qu'ils se crachent au milieu de la mer, qui viennent dans un port, qui a les installations prévues pour ça. Bon. Sauf que, évidemment, il n'y a aucun port français qui accepte, et je ne sais pas s'ils en ont trouvé ailleurs, de mettre en péril, en fait, ces installations, parce que c'est ça que ça veut dire. Bon. Et donc, il aurait fallu prévoir parallèlement un système d'indemnisation de manque à gagner pour le port jusqu'à ce que ces installations soient revenues à leur origine. Et il y a eu après l'ERICA un accident qui est issu du Prestige, qui s'est passé donc beaucoup plus bas, dans le golfe du Gascogne, et qui a fini par aller s'échouer en Espagne. Ça a pollué la France, l'Espagne et le Portugal. C'était une énorme pollution, parce que personne ne voulait de ce bateau chez lui. Voilà ce qui s'est passé. Donc il y a l'histoire des ports, ensuite il y a la police des ports, on a amélioré les moyens de protection de la police des ports, oui, donc il y a eu quand même beaucoup de règles qui ont été mises en place. Mais peut-être pas. Enfin, le fait est que depuis Prestige, c'est-à-dire Prestige 2002, 2003, quelque chose comme ça, et je touche du bois, il n'y en a pas eu. C'est donc aujourd'hui, ça coûte suffisamment cher et c'est suffisamment réglementé pour qu'on évite de mettre des bateaux poubelles en Europe. Ça ne veut pas dire que quand vous allez au Nigeria, quand vous allez en Afrique, quand vous allez en Amérique du Sud, ce n'est pas les mêmes poubelles qui nous embrouillaient avant qui se retrouvent là-bas. Hein. C'est ça. Ça aurait été ma question. Est-ce que, quelque part, toutes ces actions ont pu passer quand même du niveau européen au niveau mondial? Alors, la CLC, c'est normalement une convention internationale qui concerne, oui, sauf que c'est un système qui est un système plafonné. C'est-à-dire qu'il y a un montant maximal. Et puis, si c'est plus, ben, c'est tant pis. Hein. Donc aujourd'hui, c'est 3 milliards, je crois, hein, Christian? Oui, Philpol, c'est 3 milliards. Deuxième convention. Oui, parce que bon, je fais un raccourci. Si vous voulez, il y a la convention de CLC.
qui dit quand il y a un accident, le propriétaire du bateau constitue un fonds de garantie. C'est ridicule. Le fonds de garantie, c'est 50 millions, enfin, ou 100 millions, c'est rien. À partir du moment où ce fonds est constitué, à ce moment-là se met en route la deuxième convention qui est celle du FIPOL, qui est un fonds donc, qui indemnise les dommages de pollution. Mais c'est plafonné. C'est automatique, mais plafonné. D'accord. Alors, autre sujet sur la mer, il n'y a pas que les naufrages de bateaux, Non. il y a aussi ce qui Puis, se passe... juste un mot, on a parlé que du pétrole. Le pétrole, ça se voit. Ah oui. Il y a tout ce qui ne se voit pas. Et je pense notamment aux produits chimiques, parce que des accidents de bateaux chimiques, il y en a aussi de chimiquiers, on n'en entend quasiment jamais parler. Il y en a eu un dans la Manche il y a une dizaine d'années, c'était l'Evolution, qui a donné lieu à une transaction, on est arrivé à peu près à pomper ce qu'il fallait pomper, et très franchement, personnellement, et c'est le sujet que je suis un peu, j'ai aucune visibilité sur le nombre d'accidents de bateaux de chimiquiers qu'il peut y avoir par an dans le monde. Je pense que personne ne le sait d'ailleurs, c'est pas déclaré. Voilà. Alors, autre point, autre action et combat mené par rapport à la mer, la protection du littoral et notamment l'affaire de la tempête Xynthia. Comment ça s'est passé? Un petit Alors, rappel peut-être juste avant, un mot de dire, avant de parler de Xynthia, de dire que ça rejoint la question de la protection du littoral. Quand j'ai été ministre de l'Environnement, il y a donc maintenant 20 et quelques années, j'avais déjà eu beaucoup maille à partir avec un certain nombre, notamment d'élus, d'une association qui s'appelle l'ANEL, c'est l'Association nationale des élus du littoral, qui considérait que la loi littorale, c'était une vraie catastrophe, que ça empêchait de construire partout où on avait envie de construire, que c'était pas possible, etc. Bon, la loi littorale, on est arrivé à la préserver à l'appliquer jusqu'à maintenant, sauf que le problème, c'est que le sujet n'est plus seulement l'esthétique. La loi littorale, c'était une loi qui était largement justifiée par l'esthétique, c'est-à-dire préserver la nature au bord des côtes, faire en sorte que il n'y ait pas de construction, enfin de limiter la construction. Alors sur le sud-est, c'était déjà foutu, donc voilà, on a un peu limité, mais ailleurs. Et ça, il y a des endroits quand même où on est arrivé à faire des choses, notamment grâce au conservatoire du littoral, il y a quand même pas mal de zones de préservation qui ont été mises en place. Sauf que le problème aujourd'hui n'est plus seulement un problème esthétique, ça devient un problème vital. C'est-à-dire que les effets du changement climatique et ce que l'on appelle les événements extrêmes font qu'il va falloir reculer de plus en plus les constructions. Alors, l'histoire de la catastrophe de Xynthia, c'est une histoire très facile à comprendre. Vous avez une langue de terre, une langue de terre entre l'océan et l'estuaire d'une petite rivière. Cette langue de terre, les anciens ne l'avaient évidemment pas construite, parce qu'ils savaient. Et c'est une commune qui en réalité n'est née officiellement qu'au début des années 50. Oui, c'est très récent. Il y a eu au début du XXe siècle quelques constructions en hauteur, parce que il y a une partie qui est haute, et c'est en fait un endroit où on envoyait les moutons chercher de l'herbe, et on faisait, c'était du présalé, parce que c'était salé évidemment, parce qu'il y avait de l'eau de mer. Mais il y avait quand même une digue qui avait été faite donc, pour protéger les bêtes, pas les hommes, au début du XXe siècle, pour protéger les moutons, essentiellement des moutons. Et puis, au début des années 70, oui c'est ça, dans ces années-là, 80, la folie immobilière a pris la commune de La Faulx-sur-Mer comme elle avait pris les autres avant. Et on a construit de plus en plus. On a construit de plus en plus et dans des zones où il fallait de moins en moins construire. Et notamment, on a construit dans ce qui a été appelé après la cuvette de la mort, c'est-à-dire une zone qui avait été classée zone rouge, c'est-à-dire à éviter complètement,
au tout début du XXIe siècle, en 2000, parce qu'en 1999, vous vous souvenez qu'il y a eu une tempête assez méchante, avec des effets assez considérables, et donc à l'époque, l'État avait lancé une grande opération pour faire un atlas de submersion, et pour lancer ce qu'on appelle les plans de protection contre le risque d'inondation, les PPRI. Alors, sur les communes qui sont en bord de mer, mais aussi celles qui sont en bord de rivière, parce qu'il n'y a pas que la mer qui peut déborder, hein, on en connaît d'autres. Et cette commune-là, elle a fait de la résistance pendant 10 ans. C'est-à-dire que quand le préfet demandait de prendre un certain nombre de mesures de protection, le maire et la première adjointe l'envoyaient bouler. Il n'y a pas d'autre mot. Et c'est-à-dire, il faisait comme s'il ne comprenait pas, comme s'il ne savait rien, comme si... donc, par exemple, le préfet a envoyé de la documentation pour informer des risques des habitants. C'était dans le placard de l'armoire de la mairie que personne n'ouvrait jamais. Enfin, c'était ce genre de choses-là. Plus la délivrance de permis de construire dans des zones qui n'auraient jamais dû être construites. Et cerise sur le gâteau, donc c'est passé le 26 ou le 27 février, le préfet a donc, c'est la météo, et donc le préfet a envoyé à tout le monde un message d'alerte en disant qu'on était en zone rouge. Vous savez, vous connaissez les vertes, orange, rouge. C'était la première fois qu'il y avait une zone rouge à cet endroit-là, une alerte rouge. Et donc le maire a reçu le vendredi soir, la catastrophe s'est passée dans la nuit de samedi à dimanche, le vendredi soir il a reçu une alerte sur son téléphone portable en lui demandant de passer à la mairie, chercher les informations pour mettre en œuvre tout ce qui devait être mis en œuvre. Pour une parenthèse, il n'y avait rien à mettre en œuvre puisqu'il avait refusé de faire tous les plans qui permettaient de mettre quelque chose en œuvre. Je ferme ma parenthèse. Donc il n'est pas allé à la mairie parce qu'il ne trouvait pas ça nécessaire. Il a reçu une deuxième alerte le samedi matin. Il est allé à la mairie, mais sa secrétaire n'était pas là, il ne savait pas ouvrir l'ordinateur, il ne savait pas regarder la photocopieuse, donc il n'a pas cherché à savoir ce qu'on lui avait envoyé. Et puis l'après-midi, il a été vaquer à ses occupations de garagiste, puis il a été prendre des pots avec ses potes, et il est rentré chez lui à 11h du soir. Il habite juste à côté, moi j'ai vu sa maison, il habite juste à côté de là où la digue a été submergée. Il n'a même pas été voir à 11h du soir comment c'était. Et quand à l'audience, je lui ai dit, monsieur, lorsque vous êtes rentré à 11h, vous avez allumé la télé chez vous pour prendre la météo. Il me dit, attendez, on a parlé de ça toute la journée, j'ai regardé un film. Bon. C'est-à-dire que c'est le comble de ce qu'on peut imaginer pour un élu local comme comportement. C'est une indifférence et une irresponsabilité, mais complète. Voilà. Donc il a été condamné, pas beaucoup, enfin moi je trouve pas beaucoup, et sa première adjointe, qui cumulait les fonctions d'adjointe chargée de l'urbanisme, qui a signé la quasi-totalité des permis de construire, et qui est en même temps agence immobilière, lotisseur de toutes les constructeurs d'à peu près toutes les maisons qui ont été construites dans cette zone, elle a eu rien du tout. Rien du tout. On l'a fait condamner en première instance, on a perdu la peine. Et le parquet n'a pas fait de pourvoi en cassation. Voilà. Là, maintenant, les victimes ne sont toujours pas indemnisées parce qu'on les a envoyées de la cour d'appel au tribunal administratif. Donc maintenant, on est au tribunal administratif pour les indemnisations. C'est quand même très long pour les gens. Franchement, ça s'est passé en 2009, on est en 2017, ils ne sont toujours pas indemnisés, ça fait 8 ans. Voilà. Et ça a été pour ces gens-là, ceux qui ont vécu, une nuit d'enfer. D'enfer, parce qu'il y en a qui ont perdu des enfants, c'était épouvantable, parce que, en fait, c'était une submersion. C'est pas que la digue a sauté, c'est que l'eau est passée dessus. Et donc, elle est directement rentrée dans les maisons. Par exemple, j'avais visité une maison, alors en plus, c'était que des maisons de plein pied. Le maire interdisait aux gens de faire un étage, le motif, c'était pas bon. Il y aurait eu un étage, ils étaient sauvés. Et il y a un monsieur qui avait, je ne sais pas, 75 ans, quelque chose comme ça, qui passait sa retraite avec sa compagne. Et elle est morte dans ses bras, parce qu'elle était cardiaque, elle a fait une crise cardiaque, ils avaient de l'eau jusque-là. Ils étaient au-dessus du lit. Ils avaient trouvé une espèce d'appui au-dessus du lit, et elle l'a lâché. Elle
s'est noyé. Et lui a été se réfugier dans la partie haute de l'armoire. Vous voyez les armoires avec, on range les penderies, puis au-dessus on met les valises, c'est ça. Il s'est couché là-dedans. Et jusqu'à 5h du matin, à 5h du matin, il y a un scaphandrier qui est venu taper à la porte, à la fenêtre, qui a cassé la vitre, qui est venu le chercher. Bon, il y a des histoires comme ça, mais il y en a des dizaines d'histoires comme ça. Ça a été une horreur absolue, vraiment. C'est un des dossiers, probablement sur le plan humain, qui était le plus bouleversant. Est-ce que ça a donné lieu quand même à une modification de loi oui, parce pour que ça se reproduise pas? Je vais être... Tu sais que j'ai la mauvaise habitude d'être un peu carré dans ce que je dis. Beaucoup d'élus se sont dit que il fallait peut-être faire un peu attention. C'est-à-dire que la fièvre immobilière en bordure de mer et en bordure de rivière, elle s'est quand même un peu tassée. Les plans de prévention des risques contre les inondations, ils ont commencé quand même sérieusement à se mettre en place. Parce que l'État, le gong n'est pas passé loin non plus pour l'État. Il s'en est sorti par un concours de circonstances. En fait, il s'en est sorti parce que le préfet venait d'arriver, donc il n'était pas responsable de ce qu'avaient fait ses prédécesseurs. Celui qui était vraiment responsable, c'était 2003, c'était prescrit en ce qui le concernait. Les responsables de la DDE, il y en a un qui a été condamné, qui a été renvoyé en correctionnel et relaxé en première instance, parce que le préfet lui avait demandé d'appeler au téléphone chaque maire et qu'il ne l'avait pas fait en ce qui concerne le maire de la Faute-sur-Mer. Mais par contre, pour tout le reste, je n'ai pas le temps d'entrer dans les détails, il y a des dysfonctionnements absolument hallucinants. Voilà. Donc oui, il s'est passé des choses, maintenant on fait quand même beaucoup plus attention. Alors partons maintenant un peu sur l'Europe, au niveau de ton travail de député européen, notamment par rapport à la mer. Alors, il se trouve que quand j'ai été élue en 2009, j'ai été élue de l'ouest, nord-ouest, donc avec une grande façade maritime, puisque j'avais dans ma circonscription, si j'ose dire, les deux Normandies, le nord et la Picardie. Donc une grande façade maritime. Donc les élus sont venus me voir en disant voilà, ça fait des années qu'on voudrait avoir un intergroupe mer et zone côtière. Alors c'est quoi un intergroupe? C'est une réunion assez informelle, en définitive, de parlementaires qui s'intéressent à un sujet déterminé. Ça permet donc de réunir des gens qui sont dans des commissions très différentes, de partis évidemment différents et de pays différents. Et donc, j'ai pu faire créer cet intergroupe parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Il y a beaucoup de demandes et en définitive, il y a 25 ou 30 intergroupes, c'est tout. Ça paraît beaucoup, mais en fait, vu le nombre de demandes, il y en a 100 ou 120 demandes. Et donc, on a bien travaillé. J'ai beaucoup travaillé avec Bloom, dont je pense que vous avez, avec lesquels vous avez déjà discuté. J'ai beaucoup travaillé avec les élus locaux qui étaient préoccupés de l'évolution des côtes. On a donc travaillé, je le disais tout à l'heure, sur la question des plateformes offshore. Et c'était extrêmement large parce que parler de la mer au Parlement européen, c'était un niveau qui est très intéressant. D'abord parce qu'il y a beaucoup de mers au niveau européen. On a beaucoup de mers, y compris les nôtres en outre-mer. Donc ça veut dire qu'on a la question évidemment de la biodiversité, des biodiversités, si je puis dire, faune et flore. On a la question des plastiques, qui est un sujet terrible. C'est le 6e continent, mais c'est vrai, ou 7e, ce que vous voudrez, mais enfin, c'est terrifiant ce qu'on a fait en 50 ans sur les plastiques. Je disais un chiffre, je crois qu'on a créé 8 milliards, quelque chose comme ça, de tonnes. C'est hallucinant. Il y avait évidemment la question de la pêche et de la surpêche. Il y avait la question du littoral, il y avait la question du transport maritime. Donc on avait beaucoup de sujets. Et je ne peux pas dire qu'on ait fait des miracles, mais on a quand même fait avancer les choses sur un certain nombre de législations qui étaient en complément, je dirais, de ce que faisait la commission pêche, ou de ce que faisait la commission transport, ou de ce que faisait la commission environnement à laquelle j'appartenais. Comment, dans ces instances-là, on arrive à essayer à la fois de résoudre les problèmes qui sont liés à la pêche, à l'usage, à l'économie et en même temps à l'environnement?
parce que tu sais, c'est toujours la quadrature du cercle, je pense que c'est d'abord en mettant sur la table des sujets qui peuvent fâcher. Et ça, c'est très agréable parce que quand on est député européen, on a le droit d'organiser des événements. On a les moyens pour le faire. C'est-à-dire qu'on peut avoir une salle, on peut avoir des traducteurs, on peut payer des voyages à des gens qu'on veut entendre, on peut enregistrer les interventions des uns et des autres, et donc aborder des sujets qui ne sont pas abordés. Bon. Par exemple, l'histoire des plateformes offshore, personne ne voulait en parler au moment du Golfe du Mexique. J'ai provoqué un événement autour de ça, pour obliger à en parler. Bon. Donc ça, c'est quelque chose, ça peut paraître mineur, mais de mettre un sujet sur la table, c'est pas mineur. Ensuite, il peut y avoir de la concertation, c'est-à-dire de rencontrer les différents acteurs. Moi, ça ne m'a jamais posé aucun problème de rencontrer les différents acteurs, y compris les lobbies économiques, à la condition évidemment que ce soit public et de jamais rien accepter de leur part. Oui, quoi, on peut écouter qui on veut, ensuite le député, il est libre de faire son choix. C'est même payé pour ça, si je puis dire. Voilà, et puis ensuite, de prendre des positions. Je parlais de Bloom tout à l'heure, sur les questions de pêche en eau profonde, parce que c'était déjà dans l'actualité quand j'étais députée européenne. À l'époque, on avait perdu. Là, ils ont gagné. Il y a 3 ans, on avait perdu. Je me suis beaucoup battue au sein de la commission environnement d'abord, puisque vous savez, vous ne le savez peut-être pas, mais les textes communautaires sont d'abord examinés et votés dans une commission. Et puis ensuite, ils partent en plénière. Et donc, les textes de chez nous, moi j'étais en environnement santé, s'il n'y avait pas une majorité pour les faire passer en environnement santé, c'était même pas la peine d'aller en plénière. C'est-à-dire que c'était fichu d'avance. Et quand c'était une majorité chez nous, c'est pas pour ça qu'on gagnait en plénière. Donc je crois qu'on avait gagné en envie, mais on a perdu en plénière à l'époque. On s'était beaucoup battu, effectivement, avec Claire Mouvian sur ces sujets. D'autres thèmes qui sont liés à la mer par rapport à cette carrière très déjà riche. La mer, c'est extrêmement riche parce que toutes les questions de biodiversité, Christian avait beaucoup travaillé sur l'évaluation du préjudice écologique dans la mer. Et mais ce serait peut-être mieux que tout à l'heure, peut-être tu lui poses une question et qu'il réponde là-dessus, parce qu'il a beaucoup plus travaillé, on a travaillé ensemble, mais il a beaucoup plus travaillé que moi sur ces sujets-là. C'est passionnant d'évaluer ce que c'est que le préjudice écologique, et dans l'affaire de l'Erika, on l'a fait indemniser pour les communes dans ce que l'on appelle l'estran. L'estran, c'est la partie de la mer qui est devant la commune, si je puis dire, devant le territoire de la commune. Et donc, on a calculé, Christian pourra vous expliquer comment, un indice permettant, et qui a été validé par la Cour de cassation, donc permettant d'indemniser ce préjudice-là. D'accord. Alors, une dernière question avant qu'on passe à la parole au public. Il y a un petit moment, c'était après que tu sois ministre de l'Environnement, tu as écrit, parmi tous ces ouvrages, un ouvrage qui s'appelle, dans le titre, j'ai trouvé tout à fait génial, c'était Madame la ministre, on ne peut rien faire. On ne peut rien faire, Madame le ministre. Voilà, c'est ça. Oui, oui. Est-ce que aujourd'hui, tu penses que le ministre actuel pourrait bientôt, dans un an, 2 ans, 3 ans... Je rêve qu'il fasse quelque chose, comme tout le monde ici, voilà. évidemment. Mais est-ce que le poids de l'administration centrale est resté, à ton avis, le même? Est-ce que Hulot va pouvoir écrire le 2e tome de On ne peut rien faire, monsieur le ministre? Je pense que, je vais répondre très franchement d'abord. Nicolas a tout mon soutien et j'espère bien qu'il va pouvoir faire tout ce qu'il a à faire. Première observation. Deuxièmement, ça ne va pas être de la tarte. Parce que il y a par rapport à ce que j'ai vécu moi, la difficulté de mon temps, si je puis dire, c'était une administration hyper puissante, surtout sur les sujets qui fâchent, je pense au nucléaire par exemple, qui s'appuyait sur un secteur industriel puissant mais sans plus. Aujourd'hui, je dirais que l'ennemi principal du ministère de l'écologie, la solidarité écologique, enfin peu importe le nom, c'est les lobbies économiques, plus peut-être que l'administration elle-même. Je le crains. Et donc, je vois bien
efforts que fait Nicolas Hulot. Ce qui m'inquiète, c'est que je vois bien la direction qu'il donne. Quand il dit on va fermer 17 réacteurs, quand il dit il n'y aura plus de voitures à moteur en 2000, qu'il y aura des voitures en 2040, des choses comme ça, c'est extrêmement important. Mais les décisions qui sont prises aujourd'hui, là, maintenant, en ce moment, c'est on a cédé sur les perturbateurs endocriniens, ce qui pour moi est inadmissible, absolument inadmissible, parce que ça c'est une question de santé publique. On est en train de donner 4,5 milliards d'argent à Areva. À mon avis, elles seront totalement perdues. Pas la même chose que DF. Hein. On dit on met 4,5 milliards dans EDF pour faire de la sûreté dans les centrales, c'est pas à fond perdu. 4,5 milliards à Areva, je voudrais bien savoir pour faire quoi. Et pendant ce temps-là, on a les histoires avec le général de Villiers. Il n'y a pas d'argent pour la justice, il n'y a pas d'argent pour l'éducation nationale, on baisse l'APL, etc. Donc il y a quelque chose, ça se passe maintenant tout de suite. Voilà, donc ce qui m'inquiète, c'est le décalage entre les orientations qu'on prend pendant 20 ans, 30 ans, qui sont les bonnes, indéniablement, et les décisions concrètes qu'aujourd'hui on impose à Nicolas Hulot, parce que je ne pense pas une seconde que ce soit son souhait à lui, évidemment. Mais là, je vais poser une question qui anticipe certainement une des questions de la salle. Tu as soutenu En Marche et Emmanuel Macron pendant l'élection. Déjà déçu? Je ne dirais pas que je suis déçue, je réponds très franchement. Je trouve que sur le plan international, ce qu'il fait est formidable. C'est-à-dire qu'il nous a redonné une place et un rôle sur la scène internationale qu'on n'avait manifestement pas. Ce qu'il fait sur le niveau européen, c'est très bien. Ce qui se passe, en revanche, au niveau démocratique, d'une part, et au niveau environnement santé, d'autre part, m'interpelle. Pour l'instant, je suis dans le doute. Pas au-delà, mais je suis dans le doute. Je me pose des questions. Bon, moi, je suis une femme libre. Je l'ai soutenu parce que je pensais que c'était bien. C'est jamais parfait. Je pensais que c'était bien, et en tout cas mieux que le reste, de loin. Ça ne m'empêche pas de dire, au moment où nous en sommes aujourd'hui, ce que j'en pense. Le micro marche plus, je pense. Le micro marche plus ? Ah. Alors, on va se débrouiller avec C'est moi qui ai bidouillé. Oui, d'accord. Non pas parce que je ne voulais pas qu'on entende ce que je disais. C'est bien joué. C'était là. Le quasi off. Est-ce que, dernière question un petit peu politique aussi, est-ce que dans le cadre de la campagne et sur la partie programme environnemental, tu as eu le sentiment d'avoir pu peser? Oui. Alors là la réponse c'est oui. C'est oui parce que quand j'ai commencé à discuter avec Emmanuel Macron, la première fois que je l'ai vu, c'était en mai 2016. Donc il était ministre du Budget. Il m'a demandé de venir le voir, je pensais que ça allait durer un quart d'heure, je suis restée plus de 2 heures. Sur ces 2 heures, on a passé au moins 1 heure à parler nucléaire. Et à la fin de l'entretien, il me dit, j'aimerais bien, je suis en train de monter en marche, que vous me rejoigniez, etc. Je lui ai dit non. Je lui ai dit, c'est pas possible. Quelqu'un qui est pro-nucléaire, pro-diesel et pro-pesticide, moi je peux pas. Donc je suis désolée, vos idées sur droite-gauche, tout ça, ça me va très bien, mais sur mes sujets à moi, pas possible. Je l'ai revu en septembre. Et il m'a reposé la même question, je lui ai refait la même réponse. Je n'ai pas changé d'avis. Et il me dit, ben, venez travailler avec mes équipes. Donc, il y a des gens de Cap 21 qui sont partis travailler avec les équipes. Et donc, dans le programme, alors ce qui est très, je dirais, frustrant, c'est que dans la campagne présidentielle, Emmanuel Macron a très peu parlé d'environnement. Très peu, voire presque pas. Par contre, le programme, non pas le petit fascicule, mais le programme sur le site, sur l'environnement, franchement, c'était pas mal. Le nucléaire à 50%, alors on dit, ouais, c'est ce qu'avait proposé Hollande, sauf qu'il faut le faire. Ça veut dire quand même, en fait, tu le sais mieux que moi, tu es infiniment plus calé que moi sur ces sujets-là, ça veut dire fermer effectivement entre 15 et 20 réacteurs nucléaires. C'est quand même pas rien, ça veut dire un changement complet. Je m'étais, pour ma part, opposée, je l'ai dit clairement que je ne
par exemple, je n'accepterai jamais de soutenir un candidat qui dirait qu'il veut construire de nouvelles centrales nucléaires. Parce que ça, c'était un sujet qui était dans l'air, quand même. Quand je suis arrivée, le sujet-là était dans l'air, et c'était pas 2025, c'était 2030 pour le nucléaire. Ensuite, il y a eu tout le sujet de la santé environnementale, donc j'ai fait, et je rajoute un truc sur le nucléaire, j'ai fait mettre dans le programme, donc c'est dedans, donc ça peut se réclamer, hein, un renforcement des droits et des pouvoirs et des moyens de l'autorité de sûreté nucléaire. C'est dans le programme, c'est moi qui l'ai fait mettre. Sur la santé environnementale, sur les perturbateurs endocriniens, c'est pour ça que je suis fâchée sur cette histoire-là, j'ai fait inscrire une refonte complète du mode d'évaluation des pesticides et des perturbateurs endocriniens, et l'interdiction des perturbateurs endocriniens toxiques, reconnus comme toxiques. Bon, le glyphosate, par exemple, qui est aujourd'hui en débat, je sais bien que l'ECA et l'EFSA, qui trouvent toujours tout très bien, l'EFSA de toute façon n'est pas déçu, trouve qu'il n'y a pas de problème, c'est pas l'avis du Centre international de recherche sur le cancer. Cherchez l'erreur quand même. Hein. Il y en a un qui est un organisme public et l'autre, les expertises, elles ne sont pas faites par des experts publics. La différence, elle est là. Voilà, donc si tu veux, sur le programme, oui, j'ai pesé. Je ne dis pas que j'ai obtenu tout ce que j'ai demandé, c'est pas vrai, mais je n'ai pas eu de difficulté pendant la campagne à défendre ce programme. Par contre, je ne serais pas capable de défendre les décisions prises sur les perturbateurs endocriniens, par exemple. Alors, avez-vous quelques questions à poser? Alors, soit à Corinne Lepage, mais aussi éventuellement à Christian Hulot, si jamais c'est des questions sur lesquelles il est plus qualifié. Il y a des sujets, il est plus qualifié que moi. Voilà. On va faire comme tout à l'heure, si quelqu'un peut venir m'aider. Voilà. Merci Bruno. Quelques questions? Vous, monsieur? Une question très courte. Oui, il faut peut-être l'allumer, voilà. Une question très courte. Pas de nouveau réacteur, ça comprend Flamanville. Pardon? Celui-là, il est lancé. Moi, je suis évidemment contre qu'il ait son bulletin de sortie, mais il est lancé. Donc, vous savez qu'à un moment, non, je ne suis pas pour... Non, alors, si vous m'interrogez là-dessus, je peux vous répondre. On n'est pas sur la mer, mais enfin, ça marche. Oui, c'est bon. On n'est pas sur la mer, mais vous me posez la question, je vais vous répondre. Bon, moi, je suis une adversaire, depuis très longtemps, de Flamanville, parce que ça me paraît absurde de faire un EPR. S'ils en font un, ils vont nous filer les autres derrière. Voilà. Donc, je ne suis pas d'accord pour celui-là. Et celui-là, en plus, il est problématique. Bon. C'est quand même extravagant que l'autorité de sûreté nucléaire envisage de donner un feu vert à un réacteur pour lequel il dit lui-même, elle dit lui-même, l'autorité, que la marge de sécurité est divisée par deux, de 50%. Très franchement, est-ce que les uns et les autres, on achète une voiture avec une marge de sécurité de 50% de moins que la norme? Bien sûr que non. Alors pour une centrale nucléaire, c'est aberrant. C'est aberrant. Mais on voit quand même le poids du lobby nucléaire en France, malgré tout, pour obtenir des choses pareilles. Donc non, je ne suis pas du tout pour Flamanville, mais je considère que c'est un coup parti, celui-là. Mais ce que je ne voulais pas, en aucune manière, c'est que dans le programme, on puisse envisager d'en faire d'autres. Une question complémentaire là-dessus. Tu as pu discuter directement avec Emmanuel Macron sur le nucléaire. Ça a été évidemment quelqu'un qui a pris une position très forte sur le PR anglais. Sans lui, peut-être que ça ne se serait pas fait tout au moins de la même manière. Tu as pu en discuter là-dessus? Oui, il considérait, à l'époque, quand j'en avais parlé avec lui il y a 1 an et demi, donc, un peu plus d'1 an, il considérait que c'était nécessaire pour sauver EDF. Je lui avais dit que je pensais que c'était nécessaire pour tuer EDF. Voilà. Donc on n'était franchement pas d'accord. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie de l'appareil d'État qui pense qu'il faut sauver EDF. Moi je suis d'accord, il faut sauver EDF, c'est notre société de production nationale. Mais je pense qu'une Clepone va la tuer. Hein? Et c'est bien parti pour, parce que quelqu'un qui est rationnel, qui pense normalement,
et qui imagine que les Anglais vont payer 34 milliards d'euros en plus pour le prix de leur électricité pendant 30 ans, parce que c'est ce que ça va leur coûter, et que le contrat ne sera pas remis en cause, mais ils rêvent. C'est impensable. Ça ne se fera pas. Ce qui était d'ailleurs la mise en garde du directeur financier. M. Pickman avait démissionné pour ça. Hein. Et ça, l'audition du directeur financier d'EDF à l'Assemblée nationale, c'est un grand moment de télévision. Hein. C'est tout à fait étonnant. Une autre question? Oui. Allez-y. Oui, il faut appuyer. Non, c'est bon. Non, c'est plutôt. Oui, qu'en est-il des boues rouges en Méditerranée? Tu veux pas répondre, Christian, parce que tu connais ça très bien. C'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes. Non. Du rouge de Cassis. Oui. Altéo, ouais, tu peux répondre. Bah, tu connais le dossier mieux que moi. C'est un dossier très ancien. Ça fonctionne? Non. Voilà, Oui, mais il y a... Venez là éventuellement. merci, oui. C'est un dossier très ancien qui remonte aux années 64 au moment du vote de la loi sur l'eau. Et pratiquement, il n'y a eu à l'époque aucune opposition. Il n'y a eu aucun recours qui a été fait et, comment dirais-je, je crois que le ministre de l'Environnement a été saisi dans les années 95, c'est-à-dire quand tu étais là, pour la question du renouvellement par rapport aux conventions internationales qui sont intervenues en Méditerranée. Les 3 conventions de Barcelone. Et il fallait effectivement, au terme de ces conventions, pour les respecter, donner un délai précis pour que ça s'arrête. J'avais donné un délai qui était de 10 ans. J'avais pas rigolé, c'est-à-dire que j'avais commencé par ne donner aucune autorisation. Donc ils étaient obligés d'arrêter. Ils ont arrêté. L'installation était suspendue. Après ça, on a discuté. Et donc, j'avais donné un délai de 20 ans avec un échéancier, année par année, qui n'a évidemment pas été respecté. L'administration n'a rien fait. L'administration n'a rien fichu. La société a changé entre-temps d'actionnaire. Et donc, on est arrivé 1996-2016. On est arrivé en 2016. Ah, on fait quoi? Donc, Altéo a dit, ben, moi, je ferme. Et donc, l'État lui a redonné un délai de 5 ou 6 ans à continuer. Alors, on dit qu'il n'y a plus de boues rouges. Mais si, il y en a toujours. Il y en a évidemment toujours. Elles ne sont pas forcément rouges, mais c'est le même produit. Et puis, il y a quelque chose qui est extrêmement grave, qui est le stockage à terre, à une quinzaine de kilomètres de là, où il y a des gens qui vivent à côté. C'est d'une toxicité extrême. Et on continue à coller ces cochonneries dans un site qui est à ciel ouvert. Ça s'appelle Manche-Gary, je crois, de mémoire. Et ça, c'est complètement inadmissible. C'est-à-dire que tout le monde parle des rejets d'Altéo dans la mer, qui est effectivement inadmissible, mais le stockage à terre, c'est pas mieux, c'est pas traité. Hein, c'est mis comme ça. Alors, moi, je veux bien, il y a 150 emplois, tout ça, on est en période de chômage, on peut tout à fait comprendre, mais si c'est le seul argument, ça veut dire qu'on arrête de faire des règles pour protéger l'environnement. Alors, l'entreprise, elle est dans son tort jusqu'au bout. Ils avaient un arrêté avec je le connais bien, hein, avec des obligations année par année. Si l'État avait fait son boulot et avait année par année vérifié que les rejets diminuaient comme ils devaient diminuer, et ben en 2016, on se retrouvait avec une situation réglée. Oui. En fait, il y avait 2 problèmes dans le dossier, ils sont très simples, parce que ça aurait dû être réglé au contentieux. Ce qui s'est passé au départ, c'est qu'il y a eu beaucoup d'expertises favorables, notamment, il ne faut pas avoir peur de le dire, du commandant Cousteau. Le commandant Cousteau ne s'est pas converti à l'environnement tout de suite. On l'a retrouvé aussi dans l'affaire des boues rouges de la Montée-Dissonne, qui est l'affaire Corse, que j'ai défendue pendant 14 ans. Là, on a obtenu des résultats parce qu'on a fait des contre-expertises. Et actuellement, je n'ai jamais compris pourquoi les associations de défense n'ont pas fait la procédure qu'il fallait au tribunal administratif d'un côté pour enlever l'autorisation, et d'autre part au pénal, parce qu'effectivement, le dossier, quand même, mérite une grande attention sur la destruction de la faune et de la flore. Et donc, je ne sais pas, les associations n'ont pas les coups des franches, parce qu'elles ne sont pas aidées par les communes. Et derrière ça, il y a aussi quelque chose, il semblerait
qu'il y ait des produits qui soient fabriqués, qui soient utiles à la défense nationale et notamment au nucléaire. Et ce qui explique aussi le traitement tout à fait particulier, comme si c'était une affaire d'État. C'est hors droit, voilà ce que j'en pense. Quelques précisions sur le commandant Cousteau. Le commandant Cousteau on a demandé son avis au commandant Cousteau pour dire est-ce que les boues rouges sont toxiques. C'est de l'alumine. Il a répondu mais non, vous pouvez y aller, il n'y a aucun problème. Il m'a fait le même coup, si j'ose dire, nous a fait le même coup dans l'affaire Corse à la Montée-Lissonne, où la Montée-Lissonne déversait 3000 tonnes par jour d'acide sulfurique au large du Cap Corse. On a fait un procès qui a duré 20 ans. Il y a un des deux bateaux d'ailleurs qui a explosé aussi. Ce qui a simplifié les choses. Mais les tribunaux l'ont interdit. Parce qu'effectivement, on a fait des contre-expertises. Mais il n'y a jamais eu de contre-expertise du commandant Cousteau et autre chose. Ça n'a pas été débattu contradictoirement au point de vue scientifique. Il est évident qu'avec les éléments de la connaissance maintenant, d'une part, d'autre part, des conventions internationales de 1978, qui sont en vigueur depuis longtemps, le droit a changé et on devrait trouver la solution. Alors. Il y a un très bon film de Fer 3 sur le sujet, que vous pouvez retrouver sur le site de l'INA. Encore quelques questions à Corinne Lepage. Il y a un monsieur. Ouais. Voilà, vous avez parlé de Areva et des fonds perdus. Vous venez de parler de la gestion de déchets. Quelle est votre position par rapport au CIGEO, là, au site d'enfouissement à Bure, sachant qu'à La Hague, donc en bord de mer, se trouvent des déchets d'autres activités, c'est-à-dire qui seront radioactifs pendant encore quelques millions d'années, qui sont aujourd'hui stockés dans des fûts dont l'espérance de vie est de même pas 1000 ans. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'il faut maintenir le CIGEO? Alors, moi, j'ai toujours été opposée à Bure, pas à CIGEO. Hein. C'est un dossier qui est très vieux, puisque si personnellement je n'ai rien signé concernant CIGEO, l'idée était antérieure et le décret est postérieur. Donc c'était déjà dans la boucle il y a 22 ans. Mais à l'époque, simplement pour faire un laboratoire, pour voir comment ça se comportait, pas pour faire le laboratoire définitif. Bon, vous avez vu qu'il y a eu un rapport très récent de l'IRSN, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, très négatif en fait, parce que pour que l'IRSN écrive ce qu'ils ont écrit, quand on sait comment ça se passe, très franchement, c'est pas maximaliste, hein, si je puis dire. Ça doit être très minimaliste. Il y a 4 réserves très sérieuses, dont la réversibilité. C'est-à-dire l'idée que si on met des fûts, il faut pouvoir les récupérer. Et IRSN dit en l'état actuel, ce n'est pas possible. Pourquoi est-ce que je suis contre ce projet? Parce que, non pas que je pense qu'il ne faut rien faire sur les déchets, on a un énorme problème sur les bras, et même si on arrête demain matin le nucléaire, on l'a quand même sur les bras. Mais parce que je pense que c'est un choix irréversible. C'est-à-dire sur le plan éthique, l'idée que nous léguons à nos successeurs sur des milliers d'années une cochonnerie sur laquelle ils ne pourront jamais revenir est quelque chose que je trouve absolument insupportable. Deuxièmement, le site est mal choisi. Pourquoi est-ce qu'ils sont allés là-bas? Parce que c'est une des zones de France la plus déshéritée. Il n'y a plus d'activité économique. Et donc, comme toujours, quand on fait des choses de ce genre, il y a le lobby nucléaire qui arrive, qui déverse de l'argent sur les communes. Donc on fait des stades, on fait des piscines, on fait de l'éclairage très sympa, on fait des fleurs, on fait plein de choses. Donc les gens ont un cadre de vie qui est plus agréable, c'est absolument, je le comprends très bien, hein, c'est indéniable. Ça crée peu d'activité économique quand même, parce que c'est ensuite des emplois qui sont assez spécialisés, donc c'est pas trop les gens du creux qui vont travailler vraiment beaucoup. Mais voilà, on fait passer la pilule comme ça. Et le site, lui, pose beaucoup de problèmes sur la nature du sol, sur la sismicité, enfin il y a toute une série de questionnements. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Moi, personnellement, je défends l'idée qui était dans la loi Bataille de 2011, mais qui n'a absolument pas été étudiée, qui est ce qu'on appelle le stockage en subsurface. C'est-à-dire qu'on stocke les déchets sous la terre, mais pas loin, à quelques mètres ou quelques dizaines de mètres. L'avantage, c'est que c'est une surveillance continue, qu'on peut évidemment aller les rechercher,
C'est une solution d'attente, mais avec des obligations de surveillance de manière à ce qu'il n'y ait pas de pollution et qu'il n'y ait pas de rejet. C'est une solution dont EDF ne veut pas entendre parler. Parce qu'évidemment, si l'Andra lui prend ses déchets, lui colle la bure, EDF, il a la paix, c'est fini. Il n'a plus aucune obligation. Tandis que s'il a une obligation de surveiller ses déchets, ce qui est la loi normale, c'est une obligation qui peut être lourde, qui figure dans tous les bilans parce qu'il y a toujours le problème du traitement final des déchets qui va se poser. Et donc, sur un plan comptable comme sur un plan de responsabilité, ils ne veulent pas en entendre parler. Mais vous voyez, le fait est que sur ce sujet, quand on a voté la loi Bataille en 2011, ça c'est la première loi votée en France sur le nucléaire. Jusque-là, il n'y avait eu aucune loi sur le nucléaire. Tout le nucléaire en France a été fait sans loi. Donc, la première loi, c'est sur les déchets, c'est la loi Bataille. Et la loi Bataille de 91, elle dit, on imagine 3 solutions pour les déchets. La première solution, c'est utiliser Creil-Malville en incinérateur de déchets radioactifs, si vous voulez, pour simplifier. Bon, ça c'est exit, puisque Creil-Malville fermé. Et puis il y avait 2 autres solutions. Celle dont je parlais tout à l'heure, le stockage en subsurface, sur lequel on n'a pas mis un rond de recherche, donc on ne risquait pas de trouver. Et puis le stockage en profondeur, l'enfouissement. Et la loi prévoyait 3 sites à comparer avec 3 types de sols différents. Le choix de Bure a été fait en 91 ou 92, quand Longuet, député de la Meuse, était ministre de l'Industrie. Je crois qu'à l'époque c'était l'Industrie. 93. C'était ce gouvernement Balladur, 93. En 90, moi j'ai pas voulu en entendre parler, donc j'ai rien lancé du tout, j'en voulais pas, j'ai traîné les pieds, donc on n'a rien fait de mon temps, si je puis dire. Et puis en 97, quand Dominique Voynet est arrivé, la machine est repartie, et donc le gouvernement a cherché d'autres sites. Et à ce moment-là, tout le monde, personne n'a voulu de ça chez lui, y compris les maires de l'époque RPR, ça devait être encore RPR, je suppose, qui trouvaient ça absolument génial, mais ailleurs. Et donc, en définitive, sur une loi qui prévoyait 3 technologies, et sur la 3e, 3 sites, on a, pour qu'il y ait un vrai choix possible, on est arrivé au choix de Bure ou Bure ou Bure ou encore Bure. Donc c'est Bure. Ben non. Voilà, donc moi je ne suis pas d'accord avec CIGEO. Les Bretons ont chassé les... Ah, ils ont eu le bloc-off, oui. Oui. Si on démantèle 17 réacteurs, on va mettre où les déchets? Alors, ça ne va pas tout rentrer à Bure. Non, bien sûr que non, mais c'est pas fait pour. C'est pas fait pour. Oui. Monsieur, vous savez, enfin, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais vous avez toute une série de types de déchets radioactifs. Ceux qui ne sont pas très radioactifs, et faiblement radioactifs, aujourd'hui sont stockés à Soulaine. Soulaine, c'est à côté de Troyes, c'est en Champagne. C'est sympa. Je dis ça, je dis rien. Non. Ben non, mais c'est la vérité. Hein. C'est la vérité, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon. Ensuite, on vient d'ouvrir, à côté de Bugey, ce qui a fait vachement plaisir à nos voisins suisses, un très gros site pour les déchets de matériel radioactif. Donc, qui est destiné à accueillir ce qui sera démantelé, si un jour on est fichu de démanteler, ce qui n'est pas sûr, de nos réacteurs, c'est-à-dire évidemment pas le cœur du réacteur ni les combustibles, mais tout ce qui est le bâtiment, tout ce qui est irradié, mais qui n'est pas du hautement radioactif. Voilà, donc il y a un endroit où c'est prévu pour ça. Mais ce qui est terrible, c'est qu'on a essaimé. Donc il y a je ne sais combien d'endroits en France maintenant où on a prévu de mettre des bouts de déchets radioactifs. Donc vous avez Soulaine, vous avez Morvilliers, qui n'est pas très loin de Soulaine, vous avez Bugey, vous avez Lague. Il y en a un qui est en très très mauvais état, mais il était déjà en très mauvais état il y a 20 ans parce que j'ai fait faire une étude sur ce site-là. Donc oui,
Mais ceci étant, on a un problème, c'est peut-être pas la peine d'en rajouter. Et voilà pourquoi le champagne pétille. Une autre question. Moi, je vais vous demander comment vous voyez l'avenir. Vous avez Voilà une 2 minutes. c'est une question simple. Écoutez, Oui, c'est ça, radio ou radio. d'abord votre question, c'est quoi? C'est pour nous les Français, pour nous les Européens, pour nous les humains, c'est quoi Tout est interdépendant, donc pour nous les humains. Alors, je veux dire, comme je suis une grande optimiste, L'univers, c'est pas. comme je suis une grande optimiste, une de mes activités actuelles est de promouvoir une déclaration des droits et devoirs de l'humanité. Vous voyez, je suis optimiste quelque part. Bon. Je pense qu'on est confronté à des enjeux qui nous dépassent complètement et dont l'immense majorité des gens n'a absolument pas pris la mesure. Ça, j'en suis absolument convaincue. Quand je lisais dans Le Monde il y a 24 heures qu'on risquait d'avoir des pointes à 50 degrés en France en 2050, avec des augmentations de la température de 12 degrés dans le nord et dans l'est. Alors chez nous ici c'est que 6, hein. Mais on a un peu d'avance. Non mais c'est quand même terrifiant, hein, 50 degrés. Vous vous rendez compte, quand on a 38 ou 40 déjà on n'est pas bien, 50 degrés. Bon, je pense qu'on n'a pas du tout pris la mesure de ce que ça veut dire en termes d'alimentation, en termes de santé, en termes de guerre, en termes de tout ça. C'est un bouleversement terrible. Donc tout ça est très inquiétant. Et puis je pense qu'il n'y a pas que le climat, si vous voulez, c'est le sujet global. C'est le climat, plus la santé environnementale, plus la biodiversité. Tout ça, pour moi, c'est un tout. Et ça devrait être le sujet majeur plus que les 3% de déficit. Bon, enfin, ça, c'est mon avis personnel. Voilà, alors le grand sujet, c'est est-ce qu'on va être capable de répondre à cela? Je dirais que l'aspect positif des choses, qui me rend quand même un peu optimiste, c'est la manière dont la société évolue. C'est que quand on voit que dans tous les pays du monde, il y a des gens qui pensent la même chose, qui s'organisent de la même manière, qui essayent de répondre, alors de la même manière, pas tout à fait, parce que selon l'attitude, évidemment, les réponses ne sont pas les mêmes. Mais je veux dire en termes d'économie d'échange, en termes de coopération, en termes de nouvelles formes d'agriculture, en termes d'organisation sociale, il y a vraiment quelque chose qui se passe. Nous avons, avec Christian, assisté, enfin moi j'avais un peu organisé, il y a quelques mois au tribunal Monsanto, à La Haye. Je ne sais pas si les uns les autres vous avez entendu parler de ça. Ça a été une aventure d'abord formidable au niveau de l'organisation, mais surtout ce qui était extrêmement, comment dire, marquant, qui nous a marqué beaucoup tous les deux, on a fait venir des témoins. Nous avions une trentaine de témoins venus du monde entier. En 4 catégories, il y avait les victimes voisins des produits de Monsanto, donc essentiellement le glyphosate, mais pas que, glyphosate Roundup, mais pas que. Ensuite, il y avait les agriculteurs, à la fois en termes économiques et en termes sanitaires. Ensuite, il y avait les chercheurs, parce que la guerre leur est lancée dans le monde entier, ceux qui ne sont pas d'accord. Et puis ensuite, il y avait des juristes. Et d'entendre les victimes, les 3 catégories, qui habitaient les uns en Argentine, les autres en Australie, les 3e au Sri Lanka, les autres en Colombie, les autres, je ne sais pas, partout dans le monde, raconter la même histoire. La même histoire. C'est-à-dire les mêmes maladies, les mêmes comportements, les mêmes mauvaises foi, les mêmes comportements gouvernementaux, souvent. C'était vraiment quelque chose à la fois flippant et extrêmement, comment dire, dopant. Parce qu'on se dit, mais on a tous les mêmes réactions parce qu'on a tous le même problème. Et je pense que, en fait, tous ces sujets-là sont un formidable outil d'humanisation et d'humanisme. Et c'est ça qui me rend optimiste. Maintenant, vous savez, on est engagé dans une course de vitesse. Je ne sais pas qui va gagner. Je ne le verrai pas, d'ailleurs, probablement.
mais je ne sais pas qui va gagner. Mais de toute façon, je terminerai là-dessus, je ne me pose pas la question de savoir s'il faut faire ou pas faire. Il n'y a pas le choix, on fait, puis on verra bien. Mais on ne peut pas se poser la question de savoir, oui, mais si ça ne sert à rien, mais si c'est trop tard, mais si c'est pas assez, ben, on s'en fout. On fait, puis on verra. Je peux poser une question. Allez-y. Quand j'étais gamin, il y avait 3 milliards d'habitants sur la Terre. Ouais, on est 8, 7 et demi. Ouais. Jusqu'où peut-on aller? C'est à vous, parce qu'on parle de... C'est la question de la démographie est évidemment une grande question, parce qu'en fait, c'est derrière ça, c'est une question très politique, c'est une question d'équilibre. Parce qu'évidemment, les taux de natalité ne sont pas les mêmes en Allemagne et en Afrique. Que quand vous savez que le continent africain, ça va être 2,5 milliards de gens. Ils sont 1 milliard pour le moment. Il y avait 150 millions. Et que nous, on est 500 millions d'Européens et on sera péniblement 550 ou 580. Nous, tout seuls, hein, je ne parle pas de ceux qui viendraient dans quelques années. Bon, on voit bien, les Américains, ils ont le même souci. Donc, il y a un vrai problème démographique. Comment est-ce qu'on nourrit la planète? Ça dépend comment on la nourrit et avec quoi. Ça, c'est toujours la même histoire. Vous savez, si on était tous comme les Américains, c'est 5 planètes, comme les Européens, c'est 3 planètes. Enfin, on connaît tous ces trucs-là. Donc, on ne peut pas continuer à pouvoir croître la population et, dans le même temps, continuer avec le même modèle. C'est absolument pas possible. Voilà, donc les deux sont liés. Tu as indiqué tout à l'heure une course de vitesse. C'est vrai que lorsqu'on travaille sur des scénarios, sur les problématiques qu'on a évoquées, on a le sentiment que le temps est de plus en plus réduit. Et la question que je voudrais te poser, c'est comment y arriver de façon démocratique? Autrement dit, quelque part, est-ce qu'on ne va pas être contraint pour s'en sortir à des choses plus coercitives? C'est ce qu'avait écrit Jonas dans le principe responsabilité, oui. il y a 35 ans, ou 40 ans, je ne sais pas, 84, je crois. Oui. Ouais, donc ça fait la différence. C'est un vrai sujet. Mais le sujet de la liberté, de toute façon, je pense que c'est un sujet qu'on a voulu. Parce que la société de l'information et de la communication est un réducteur de liberté absolument incroyable dont on n'a pas pris conscience. Et ça va être de plus en plus comme ça, parce que le big data fait que on essaye de nous pré-programmer surtout nos sommeils, dans les programmes que vous avez préférés. Qu'est-ce que tu en sais de ce que j'ai préféré? Ah bah si, enfin je fais la réponse avec le data. J'ai vu que tu avais regardé ça, ça, ça et ça, donc ça veut dire que tu aimes ça, et donc ça veut dire que tu devrais aimer ça. Bon, et c'est comme ça de plus en plus, surtout. Donc où est la liberté? Donc je pense que bon, ça c'est sur un autre axe que celui que tu évoques. Mais à mon avis, la question de la liberté, liberté-sécurité, on l'a vécu, pour ceux qui sont les plus âgés, ils se souviennent de Perfit, État de droit, sécurité, liberté dans les années, je sais pas combien. Bon, le sujet, il est toujours sur la table, c'est que là, on ne parle pas de la même sécurité, mais c'est toujours de la sécurité, en fait. Ma question, c'est est-ce que quelque part, il faut qu'on accepte un certain nombre d'obligations qui peuvent être relativement contraignantes, de la même façon qu'on accepte finalement le code de la route, qui est rempli d'interdictions, mais qui font que quelque part, c'est aussi, on peut rouler, et on peut, grâce à ces interdictions, aller d'un point A à un point B. C'est le niveau du degré d'interdiction et la manière dont on va le gérer au niveau planétaire. Le problème, c'est que ce serait à faire au niveau national. À la limite, on peut peut-être y arriver. Mais là, tu vois bien qu'on est à discuter de la répartition du fardeau, en fait, au niveau climatique. Comment tu vends aux Français, par exemple, le fait que pour que les Burkinabés puissent, je dis Burkinabés, je pourrais dire n'importe quel autre pays, puissent avoir un développement qui leur permette d'aller à X, et bien vous allez, je sais pas, être privé d'eau 2 heures par jour, vous allez
avoir le droit de rouler 4 jours par semaine et pas 7, etc., à mon avis, ça ne va pas bien se passer. Parce que la question, et c'est pour ça que je suis tellement accrochée à cette histoire de déclaration des droits et des devoirs de l'humanité, parce que je pense que c'est par là que ça passe. C'est par là qu'il faut retourner, c'est-à-dire de définir ce qu'on parle toujours des droits, on parle toujours de la conquête de nouveaux droits. Là, le problème qui se pose, c'est le droit à vivre. Et donc, pour avoir le droit de vivre, il faut assumer un certain nombre de devoirs à l'égard des autres, dans le temps et dans l'espace. Et donc, le fait de promouvoir un texte qui reconnaît que chacun a des devoirs autant que de droits, je pense que c'est très important parce que c'est par là que ça passe. Et on passera forcément par une phase, je dirais, un peu volontariste avant d'arriver à une phase qui soit vraiment autoritariste. Autoritariste, oui, je ne sais pas si ça se dit, mais enfin, c'est de ça dont il s'agit. Ok, une toute dernière question, et puis on va libérer Corinne Lepage qui doit repartir assez vite. Oui. Donc, Madame, vous parlez donc, de la nécessité de faire une coopération internationale, et en même temps, vous mettez en évidence le poids toujours plus croissant des lobbies. Est-ce que vous, qui êtes députée européenne, est-ce que vous considérez l'Europe, enfin l'Union européenne, comme une alliée ou comme, pas un ennemi, mais un frein justement à ce projet-là? Alors, si vous voulez, d'abord je ne suis plus députée européenne. Je l'étais, je ne le suis plus. C'est-à-dire les choses comme elles sont. C'est un sujet, les lobbies, dont je me suis occupée pendant 5 ans. J'ai pratiquement, c'était une de mes grandes activités au Parlement européen. Je pense d'abord, qu'il est utopiste, totalement irréaliste de penser qu'on peut ne plus avoir de lobby. La société telle qu'elle est organisée aujourd'hui, on peut espérer la changer, mais on ne va pas faire disparaître les lobbies. Donc déjà, il faut trouver les stratégies de ce que j'appellerais des stratégies de contournement. À mon sens, il y en a 2 ou 3. La première, c'est d'aider les contre-lobbies. Les organisations non gouvernementales sont des contre-lobbies, c'est ce que j'appelle des contre-lobbies. C'est-à-dire faire en sorte que les défenseurs des consommateurs, des malades, de l'environnement, enfin tout ce qu'on appelle les ONG, puissent disposer des moyens juridiques et financiers, disons équitables, je ne dirais pas comparables parce qu'ils n'auront jamais autant, mais équitables avec ceux des lobbies industriels. Ce n'est pas le cas, il y a énormément de choses à faire. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est que je dirais que le problème pour moi n'est pas le lobby, mais le décideur. Vous savez, si le décideur, il est totalement imperméable, le lobby peut y aller, hein. Ça ne sert strictement à rien. Bon. Donc, ça veut dire tout le débat que nous avons actuellement en France dans la loi de moralisation de la vie publique, c'est un débat, bien entendu, qu'il faut avoir aussi au niveau européen. Alors, au niveau du Parlement européen, il y a des choses qui se font, qui étaient d'ailleurs plus avancées qu'en France, sur certains sujets. Par exemple, la déclaration d'intérêt des députés européens était beaucoup plus complète, et il existait un moment où il n'existait pas en France. Le registre des lobbyistes, il existe au niveau européen. Sauf que si vous allez dîner quelque part avec quelqu'un, vous ne l'inscrivez pas forcément sur le registre, quoi. Vous voyez ? Donc il y a des règles du jeu pour les parlementaires. Et je pense que là, il y a vraiment du travail, mais pas que pour les parlementaires. Pour les fonctionnaires de la Commission et pour la Commission elle-même. Tout le monde. Parce que les parlementaires, ils font quand même un peu attention. La Commission et les fonctionnaires, c'est une autre histoire. Et je ne parle pas des organismes de contrôle, parce que là j'en aurais pour trop longtemps, qui sont des nids à lobby. C'est-à-dire tous les organismes d'expertise. Il y a beaucoup d'experts au niveau européen, vous avez dans tous les domaines, quasiment, vous avez vos trucs d'experts. Sauf que il y a une espèce de dérive qui fait que les politiques s'en remettent aux experts en disant « moi je ne sais pas »,
Et les experts, c'est les experts de l'industrie. Donc ça, c'est à changer complètement. Mais c'est pas difficile à faire, hein. C'est pas difficile, c'est une question un peu d'argent. C'est-à-dire qu'il faut des experts publics, payés par le public, et qui font rien d'autre. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui. Oui, quand vous voyez qu'il y a quand même des enquêtes scientifiques, des chercheurs qui ont des renommées mondiales, qui font des études remarquables sur les pesticides, sur les pesticides qui tuent les abeilles, sur les perturbateurs endocriniens, et qui se font démonter littéralement, professionnellement, je sais, je l'ai vécu de très près. Par ces lobbies, ils ne sont pas défendus, ces gens-là. Ben, on essaye de les défendre, on essaye de les défendre. Parce qu'il y a quelque chose à faire, quoi. Mais, monsieur, ça a été un des intérêts, précisément, du procès Monsanto, de montrer que dans le monde entier, Monsanto, mais les autres font pareil, hein, procédaient de la même manière pour détruire les gens. Vous savez, je vais vous raconter une petite anecdote, et après j'arrêterai, parce que je suis une grande bavarde, et qu'il faut que je rentre parce que j'ai mon vieux papa qui m'attend. Lorsqu'en 1996, j'ai été informée 24 heures à l'avance que sortait une étude du professeur Viel sur un excès de leucémie autour de la Hague. Bien. J'ai eu de la chance, je l'ai su 24 heures avant, sinon j'étais fichue. Donc immédiatement, j'ai communiqué en disant je souhaite qu'il y ait une contre-expertise sur cette expertise. J'ai vu débouler dans mon bureau de ministre tout ce que vous pouvez imaginer de communicants du lobby nucléaire. Plus des gens de la propre administration, plus des gens de la santé, venir me dire que M. Viel était un homme peu recommandable, divorcé, je veux bien savoir ce que ça peut faire. Non, mais ce que je vous dis est vrai, hein. Absolument pas reconnu par ses pairs, sans aucune valeur scientifique, etc., etc. Dégoûtant. Ma réponse a été très simple. Je veux bien ce que vous me dites. Est-ce que vous avez une contre-étude à me donner? Moi, je suis mère de famille. Mes enfants, ils vont se baigner à la Hague. Je veux savoir s'ils courent un risque ou pas. Alors, est-ce que vous pouvez me donner une réponse à cette question? Évidemment, non. Eh bien, je suis désolée, vous aurez votre contre-expertise. Et si M. Viel a dit des bêtises, eh bien, ça sera établi. Or, il n'avait pas dit de bêtises, et il y a une étude qui est sortie il y a 4 ans, peut-être, d'une femme chercheur au CNRS qui a exactement établi la même chose. Voilà, c'est un petit exemple, je ne raconterai pas tout ce qui est arrivé à mon pauvre ami Serralini quand il a sorti son étude. Parce que je l'ai vécu avec lui, donc je connais ça de très très près. Donc oui, il faut qu'on s'organise de l'autre côté. On ne les empêchera pas de faire ça. Mais par contre, on peut les limiter dans leurs effets si de l'autre côté, on a une organisation qui existe. Et précisément, ce qui était intéressant au tribunal Monsanto, c'est de voir que des chercheurs d'Argentine, de Colombie, parce que ce qui se passait en Colombie est abominable. Ils ont, en Colombie, quand même, ils voulaient, j'allais dire gazer, enfin c'est de ça dont il s'agit, les champs de coca. Ok, il y avait 150 000 hectares. Ils ont gazé 1,5 million d'hectares. Et les gens qui étaient dessous, naturellement. C'est une horreur absolue. En Afrique, on a entendu des trucs pas possibles, mais tous les chercheurs qui se sont opposés, ils ont vécu ce qu'a vécu Serralini et les autres. C'est ça partout. Donc, effectivement, on le sait, ça se sait de plus en plus quand même. Ce qui est bien, c'est que l'information sort. Vous voyez, les non-papers de Monsanto qui ont été publiés par une journaliste américaine il y a 2 mois. C'est formidable. Il y a 2, 3 ans, 4 ans, on n'avait pas ça. Donc on voit qu'un peu partout dans le monde, et le droit à cet égard est extrêmement intéressant, un peu partout dans le monde, il y a des gens qui font sortir des choses qui précisément mettent de plus en plus en difficulté ces gens, non seulement les industriels, mais les scientifiques qui acceptent par cupidité de faire des études bidons pour accréditer des thèses qui sont fausses. On a perdu à cause de ça 20 ans sur le climat, à peu près.
hein, choses comme ça. Et c'est la même chose pour le reste. Donc, ce qui me rend optimiste, oui, je terminerai là-dessus, madame, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans le monde qui pensent ça et qui se battent contre ça. Et comme j'aime bien les happy end, j'espère que c'est eux qui gagneront. Voilà, je vous remercie. Merci. Quoi? Je peux tout garder sur le film, d'accord. Ok, sans problème. Merci infiniment, parce que je sais que tu es en vacances, que c'est compliqué, que tu dois rejoindre ta famille très rapidement, donc on n'aura pas... Je ne peux pas rester maintenant. Voilà, tu ne peux pas rester, mais en tout cas, on a appris énormément de choses. Et puis, merci. Merci, parce que tu nous as dit merci, on peut faire quelque chose, Madame la Ministre. Et donc ça, c'est formidable. Quand je disais on ne peut rien faire, Madame la Ministre, c'est pas que le ministre ne peut rien faire. Oui. C'est que quand vous voulez faire quelque chose, on commence par vous dire non, non, c'est pas possible. Tout est impossible. Voilà. Donc c'est possible, yes we can. Oui. Et merci à tous.